débat de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. Le temps nous joue des tours cet été, tandis que le sud de l'Europe enregistre des records de température et de sécheresse. On a même parlé de 60 degrés en Espagne. On y reviendra. Pendant ce temps, au nord de la France, cet été a des allures d'automne avant l'heure. C'est peut-être ça aussi le dérèglement climatique. Pour en parler, j'accueille Patrick Marlière d'Agathe Météo. Bonjour. Bonjour. Et Serge Zaka, agroclimatologue chez ITK. C'est une entreprise française spécialisée en agriculture de précision qui propose des solutions pour évaluer l'impact du climat sur l'agriculture. On en parlera évidemment. Alors, Météo France a annoncé lundi que le mois de juillet avait été anormalement chaud. Pour les habitants de la moitié nord, c'est passé relativement inaperçu, ou en tout cas c'était la canicule avec un pull. Pourquoi la fraîcheur sur le nord, qui dure depuis 3 semaines à peu près, pourquoi cette fraîcheur n'avait pas été anticipée, Patrick Marlière ? Mais dans un premier temps, il est vrai que les modèles météo au printemps annonçaient d'une façon quasi unanime un été qui allait être très chaud sur l'Europe de l'Ouest, en tout cas sur le bassin méditerranéen. Alors ça a été le cas évidemment avec ce dôme de chaleur qui est arrivé, mais en revanche, effectivement, là on n'a pas eu une situation plus classique avec cette remontée d'air chaud comme on avait eu en 2022 et en 2019. Donc oui, ça a été un peu surprenant. Pour autant, les températures sur la moitié nord du pays, alors même si elles paraissent fraîches, elles sont toujours dans les normales de saison, voire même très légèrement au-dessus. Donc, il n'y a pas quelque chose de surprenant là-dedans. Ce qui nous surprend effectivement, c'est le décalage par rapport aux années où on a eu très très chaud. C'était le cas en juillet 2019 et puis en juillet 2022. Donc oui, des températures plus fraîches. Et puis ce qui est le plus surprenant, c'est comment ça s'est dégradé ensuite au cours de l'année. Moi, ce qui me retient le plus ce mois de juillet, ce sont les orages et l'activité orageuse. Alors évidemment, tout cela est associé au dérèglement climatique et évidemment il n'y a pas de doute là-dessus, c'est ces dérèglements climatiques qui amplifient les phénomènes, que ce soit ceux qui se sont passés sur le bassin méditerranéen et ceux avec les orages extrêmement violents, avec des chutes de grêle vraiment très importantes. Serge Zaka, ces orages, ces pluies importantes sur la moitié nord, on a eu plus de 100 mm en région parisienne au mois de juillet. Est-ce que c'est aussi le symptôme justement du dérèglement climatique ? Alors il y a 2 points, il faut distinguer la température et les précipitations. Ce qui s'est passé au niveau thermique n'a rien d'anormal. La moyenne d'un après-midi du mois de juillet est par exemple d'à peu près 24 degrés à Paris. C'est à peu près les températures qu'on a en ce moment. Même 22 degrés du côté Saint-Brieuc, c'est les températures qu'on a en ce moment. C'est juste qu'on a oublié ce que c'était un été en France, un été qu'on avait dans les années de 1950 à 2000. C'est Là, notre on est ressenti tout à fait qui a changé. normal dans les normales de saison. C'est notre ressenti qui a changé par rapport à ce qui se passe ces années précédentes. Ensuite, 3 semaines de mauvais temps au cours de l'été, c'est tout à fait normal aussi. Quand on prend la moyenne du 1er juin et jusqu'au 31 août, on sera sûrement au-dessus des normales de saison. On a juste oublié ce que c'était un été en France. Deuxième point, les précipitations. Les précipitations, effectivement, le changement climatique, chaque degré gagné, c'est 7% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est une loi physique. Et donc, plus il fait chaud, plus il y a de matière précipitante dans l'atmosphère. Ce qu'on a observé, en fait, c'est des rivières atmosphériques, c'est-à-dire l'arrivée d'air extrêmement doux et puis très humide venant des Caraïbes qui se sont déversés sur l'Europe de l'Ouest. Et ces rivières atmosphériques sont accentuées par le phénomène du changement climatique. Donc le changement climatique, c'est plus de pluie quand il pleuvra et moins de pluie quand il ne pleuvra pas. C'est un extrême, en fait, un écart dans le cycle de l'eau entre les deux extrêmes. Des périodes sans pluie plus longues. N'oublions pas qu'il y a eu 5 à 6 semaines sans pluie au printemps. Ensuite, on est passé sur un régime orageux avec beaucoup de pluie. Et ça devient extrêmement compliqué d'ailleurs, ce régime de pluie extrêmement variable pour les agriculteurs qui doivent faire avec justement ces extrêmes pluviométriques. Patrick Marlière, ce mois de juillet, en moyenne, si on prend aussi le sud en considération, a été plus chaud de 0,8% de 8 degrés que la normale en France. Ce qui est surtout remarquable, et vous allez nous dire si c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est le 18e mois d'affilée au-dessus de ces normales. Oui, et
Et d'ailleurs, Monsieur Zaka le relève souvent, cette anomalie climatique mensuelle, car effectivement, 18 mois consécutifs où on a ces températures extrêmes, donc à chaque fois, c'est les mois le plus chaud, toujours successivement, et ça ne fait que s'accumuler. Donc oui, les gens semblent toujours surpris de cette anomalie, effectivement, et début juillet, d'ailleurs, on a eu aussi les quelques jours qui étaient les jours les plus chauds sur l'ensemble de la planète, donc à début juillet qui était vraiment catastrophique parce que je regardais un peu toutes les publications officielles des organismes mondiaux de la météo, c'est vraiment des cris d'alerte, quoi, je dirais. Et pourtant, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai fait des conférences il y a 33 ans avec Robert Kendall, qui était chercheur au CNRS américain sur le devenir du climat. Il écrivait dans le chapitre premier, il y a 33 ans, la Terre en péril. Et donc, évidemment, il disait, vous n'avez pas à vous plaindre si dans le Nord, vous avez le climat de la Méditerranée dans 30 ans, il faudra affronter des phénomènes extrêmes. Pour autant, je suis pas sûr que dans le sud-ouest de la France ou en Occitanie, on ait envie dans quelques temps d'avoir le climat qui règne au Sahara. Alors revenons à la sécheresse. Malgré les précipitations relativement importantes, encore une fois sur la moitié nord, la sécheresse continue de progresser, y compris dans ces régions. L'Île-de-France est concernée, le centre Val-de-Loire est concerné. On a plus de 100 communes qui sont privées d'eau potable sur une partie du pourtour méditerranéen par ailleurs. Comment expliquer que cette sécheresse perdure, y compris là où les précipitations ont été relativement importantes, Serge Zaka? Alors c'est là où en fait il faut introduire deux notions, deux définitions de la sécheresse. Il y a une sécheresse agricole, c'est la sécheresse qui concerne les 2 premiers mètres de la surface. C'est celle qu'on voit, c'est celle qui a des effets sur les feux de forêt, les écosystèmes et les rendements agricoles. Et il y a une sécheresse qu'on ne voit pas, c'est la sécheresse des nappes phréatiques, beaucoup plus en profondeur. Et qui en fait, cette sécheresse des nappes phréatiques, c'est le cumul de ce qui s'est passé ces derniers mois, voire ces dernières années. En fait, là, on n'a pas de sécheresse agricole dans le nord de la France puisqu'il pleut suffisamment. Il n'y a pas de risque de feu de forêt, les écosystèmes se portent à peu près bien et les rendements pourraient être largement meilleurs que l'an dernier puisqu'il y a de l'eau sur les 2 premiers mètres apportée par les pluies. Mais cette eau qui tombe au cours de l'été apportée par les pluies en surface, elle est essentiellement absorbée par les arbres, par les prairies, par les écosystèmes, par la faune, par la flore, avant même d'atteindre les nappes phréatiques. Donc elle ne rentre pas jusqu'aux nappes phréatiques et toute la pluie qui tombe actuellement dans le nord de la France, c'est très bon pour l'irrigation, c'est très bon pour l'agriculture et pour éviter les feux de forêt. Il faut le dire, on est beaucoup mieux que l'an dernier. Par contre, au niveau des nappes phréatiques, il me semble qu'on est autour des 60 à 66% qui sont en dessous de la norme, puisque cette eau ne s'infiltre pas jusqu'aux nappes phréatiques, elle est absorbée à 90% par les végétaux avant d'arriver aux nappes phréatiques. Elle pourra rentrer uniquement dans les nappes phréatiques à partir du moment où les végétaux ne seront plus en croissance, qu'ils n'auront plus de feuilles, c'est-à-dire à partir de l'automne. Les seules pluies qui peuvent remplir les nappes phréatiques, ce sont celles de l'hiver ou de l'automne quand les végétaux perdent leurs feuilles, c'est ça ? Exactement, quand les végétaux n'ont pas besoin de l'eau qui tombe pour favoriser leur croissance, c'est-à-dire que les racines vont rentrer dans ce qu'on appelle une dormance hivernale, elles ne vont pas récupérer l'eau pour la survie et la croissance de la plante, et donc l'eau va pouvoir s'infiltrer dans le sol. Donc actuellement, il n'y a pas de sécheresse agricole sauf autour de la Méditerranée, et il y a par contre une sécheresse des nappes phréatiques sur toute la France sauf au niveau de la Bretagne. Quand vous dites qu'il n'y a pas de sécheresse agricole, c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs ? C'est une très très bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de sécheresse agricole cette année et qu'il n'y ait pas d'excédent thermique, donc de stress hydrique et de stress thermique sur les végétaux. L'an dernier, il y a eu moins 54% pour le maïs non irrigué dans le sud-ouest de la France. Moins 54%, c'est inacceptable au niveau économique pour les agriculteurs. Cette année, on sera largement au-dessus de ce chiffre. On pourrait tourner autour de la moyenne qu'on a observée ces 5 dernières années. Bien sûr, s'il n'y a pas de phénomène extrême d'ici la fin de saison, donc d'ici le mois d'octobre. Mais cette année est largement meilleure au niveau agricole, puisqu'il n'y a pas de sécheresse agricole sur 75% du territoire. Par contre, au niveau des nappes phréatiques, on ne peut pas forcément irriguer dans toutes les régions, puisqu'il y a des sécheresses au niveau des nappes phréatiques, c'est les arrêtés sécheresse qu'on voit. Et donc, ce qui est bien, c'est que la pluie qui tombe par les averses, par les orages, remplace cette irrigation qu'on ne peut pas effectuer à cause des nappes phréatiques qui sont trop basses. Donc il y a beaucoup de points positifs pour l'agriculture et les écosystèmes cette année, il faut le noter. Mais à court terme. Sur le long terme, il faut regarder
c'est ça, c'est du court terme. Sur le long terme, il faut regarder les nappes phréatiques pour avoir notre disponibilité en eau dans les mois à venir. C'est là où on regarde dans les mois à venir de l'eau potable ou l'irrigation. Patrick Marlière, à quoi faut-il s'attendre pour ce mois d'août? Que nous disent les modélisations? Alors, pour l'instant, il y avait cet équilibre entre les systèmes dépressionnaires qui, depuis une bonne quinzaine de jours, voire une vingtaine de jours, apportent ce temps très perturbé et pluvieux sur la moitié nord du pays. Là, on en a encore au moins jusqu'en début de semaine prochaine, mais les modèles météo commencent à le signaler, ils semblent un peu le confirmer, ils semblent bien s'unir sur cette évolution. Et donc, à partir de mercredi prochain, on se dirige vers une amélioration. Et pour le prochain week-end, on aura peut-être sur la moitié nord des températures à plus de 25 degrés à l'ombre. On dépassera certainement les 30 et 35 degrés dans le sud-ouest. Donc voilà, on va retrouver une petite vague de chaleur qui va s'installer pour au moins une bonne dizaine de jours. Là, les modèles météo semblent assez réconfortants, on va dire, pour les Haussiens, car à partir de cette deuxième quinzaine du mois d'août et jusqu'à la fin du mois, on va retrouver un temps plus estival et plus conforme à ce que l'on attend lorsqu'on est en vacances. Donc des bonnes nouvelles pour ceux qui feront le pont du 15 août. Oui, ah oui, mais ça, on peut leur dire ça comme ça maintenant. Alors, avec ce paradoxe apparent, ce paradoxe climatique nord-sud, certains climato-sceptiques s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux. Ils ironisent sur la canicule asymptomatique. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur Marlière ? Oui, ça, je veux dire, dès qu'on prévient d'un phénomène climatique, on devient des climato-alarmistes pour eux, quoi. Mais je veux dire, je crois que Monsieur Zaka, comme moi-même et comme nos services, on se fait assez agresser sur les réseaux sociaux lorsqu'on prend position justement pour essayer d'alerter au moins les politiques, quoi, pour qu'ils bougent un peu, parce que on a beau le dire et le répéter à corps et à cri, ça ne bouge pas. Donc il y a des améliorations, on ne peut pas nier non plus, mais pour autant, il faudrait être encore il fallait de façon plus importante réagir pour essayer de revenir vers un climat plus normal, mais ça va prendre du temps, on le sait. Ne serait-ce que revégétaliser les villes, c'est un objectif important, mais pour y arriver, on sait que ça se fait à grand coût d'argent, et ce ne sont que les politiques qui maîtrisent ces dépenses au niveau national qui peuvent y arriver progressivement. Pour l'instant, il faudrait revégétaliser pratiquement 80% du territoire urbain. On en fait 1% par an, c'est pas gagné, quoi, pour y arriver rapidement. Mais c'est vrai que comment répondre à ça? Vous savez, dès qu'on annonce, comme là, on vient d'annoncer qu'il va aller faire chaud dans la deuxième quinzaine du mois d'août, les commentaires sur les réseaux sociaux, les gens vont nous dire, bah oui, c'est l'été, quoi. Donc, on est habitué à se voir ce genre de commentaires. Serge Zaka, c'est un combat de tous les instants, d'éveiller les consciences entre les climato-sceptiques d'un côté et les trop alarmistes de l'autre. Exactement, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu le Far West, hein. C'est un terme bien trouvé avec mon chapeau. En réalité, en fait, les climato-sceptiques, ce qu'ils adorent faire, c'est jouer sur des notions spatiales, temporelles ou des définitions. Alors, sur les définitions, ils aiment bien jouer en trompant leur interlocuteur sur les différences de définition entre la sécheresse de surface et la sécheresse de profondeur. Ils vont vous dire il n'y a plus de sécheresse de surface, alors qu'il y a une sécheresse de profondeur. Ils vont masquer la réalité en jouant sur des définitions que ne connaissent pas forcément le grand public. Ils vont aussi jouer sur des définitions spatiales. Par exemple, il y a eu un hashtag canicule mon cul, désolé pour le gros mot, mais c'est le hashtag qui était sur Twitter. En parlant de Paris, en parlant de Strasbourg, par exemple, des villes qui n'étaient pas concernées par la canicule et qui n'avaient pas à être concernées par la canicule du sud de l'Europe. Ils vont vous dire, voilà, il n'y a pas de canicule, qu'est-ce qu'on raconte? En fait, la canicule, elle a lieu 2000 kilomètres plus loin, et il a effectivement fait 48, voire même 49 degrés au nord de l'Afrique, et ça a été extrêmement important pour les cultures qui sont en place là-bas. Donc, ils vont jouer sur ces définitions spatiales, mais également les définitions temporelles, c'est-à-dire quand il va faire froid un jour, ils vont vous dire, regardez, il n'y a pas de changement climatique, alors qu'on a eu 2 mois précédemment au-dessus des normes. Ils vont vous montrer juste un mois, une semaine au cours du mois de juillet où on est en dessous des normes, alors que sur tout le reste de l'année, on est au-dessus. Mais ça, par contre, on l'oublie qu'on est au-dessus. On montre seulement quand on est en dessous. C'est passionnant. On se retrouve dans un tout petit instant pour poursuivre cet échange. Merci, à tout de suite.
Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. Et pour parler du temps qu'il fait cet été, nous sommes avec Patrick Marlière d'Agathe Météo et avec Serge Zaka, agroclimatologue chez ITK. On évoquera dans un instant les évolutions qu'appelle le réchauffement ou le dérèglement climatique pour l'agriculture. Je voudrais qu'on dise un mot de la température des mers. Les températures des mers et des océans ont marqué des records ces dernières semaines, jusqu'à 28,7 degrés en Méditerranée. Avec quelles conséquences, Patrick Marlière ? Alors, lorsque la température des mers ou des océans sont plus élevées que la normale, et c'était le cas au printemps déjà, fin du printemps 2023 et pour le début de cet été, on voyait que l'Atlantique était à des températures un peu plus élevées. Donc, à chaque fois que la mer ou les océans sont à des températures plus élevées, les phénomènes extrêmes qui les accompagnent ou même les simples perturbations ont une activité qui est un peu décuplée. Alors, on a toujours peur, notamment ce qui concerne le sud de la France, de ce qui se passe en Méditerranée. C'est-à-dire que dès que la température de la Méditerranée approche comme là des 30 degrés, on a peur des systèmes orageux qui pourraient survenir et qui pourraient gagner la moitié sud du pays. Et quand ça arrive en fin d'été, on a peur que les épisodes cévenols qui sont attendus en début d'automne soient plus violents. Alors on craignait ça en 2022. 2022, on a eu au mois d'août des orages extrêmement violents en Corse, avec malheureusement des victimes, et on croyait que la température de la mer autour de la Corse et en Méditerranée était à plus de 30 degrés. On avait très peur pour les épisodes cévenols de l'automne 2022. Ça n'a pas été vraiment le cas, qu'on a eu quelques phénomènes, mais vraiment rien de comparable à ce qu'on pouvait imaginer. Là, cet été, voilà, la température de la mer est encore plus élevée en moyenne, donc on se dit, mince, est-ce que les orages qui pourraient survenir, enfin tout ce qui se passe, il y a une liaison entre les océans, les mers et l'atmosphère, donc évidemment tout cela est lié, donc dès que la température de la mer est plus élevée, ça va induire des phénomènes extrêmes plus importants. Et ce que l'on craint plus, justement, ce qui est en train de se passer depuis le début de l'année, c'est le phénomène El Niño qui va arriver à maturité donc pour la fin de l'année, puisqu'il arrive sur la côte ouest de l'Amérique du Sud au moment de Noël, d'où son nom évidemment, l'enfant Jésus, El Niño. Mais quand il va arriver, on sait qu'il est déjà important, mais seulement il va influer sur la température de la planète pour les prochaines années, déjà pour 2024. On ne sait pas pour les 3 ou 4 années qui vont suivre, mais en tout cas, voilà, on est un peu craintif sur ce phénomène El Niño qui, pour l'instant, on en parle un peu, mais je crois qu'on va le surveiller de plus près pour cette fin d'année, voir quelles seront ses incidences, parce que souvent, lorsqu'il est très important, il a malheureusement des phénomènes catastrophiques qui l'accompagnent, dans un premier temps sur l'Amérique du Sud, et puis après sur le reste de la planète. Alors, on parle de la température des mers, je le disais, 28,7 degrés en Méditerranée, ce qui est considérable. Et puis, on a parlé aussi des records de température dans l'air ou au sol. On se souvient d'un tweet de Sandrine Rousseau qui nous disait au mois de juillet qu'il faisait 60 degrés en Espagne. Et ça avait attiré votre attention, Serge Zaka, et vous aviez tenu à remettre l'église au centre du village, si j'ose dire. Exactement. Il faut faire attention en fait sur comment on prend cette température. Puisque déjà sur les réseaux sociaux, on a tendance, les climato-sceptiques ont tendance à nous montrer du doigt les climatologues en disant ce sont des catastrophistes. Alors que nous prenons la température à 2 mètres dans des conditions de mesure uniformes au niveau de la planète qui sont décrites par l'Organisation mondiale de la météorologie. Ces conditions uniformes permettent de donner la température à 2 mètres. Lorsqu'il a fait 48-49 degrés dans le sud de l'Europe, c'était à 2 mètres. C'est une donnée normalisée, on appelle ça. On ne regarde pas forcément la température qu'il fait au niveau du sol si on est des climatologues. Bon, c'est un peu différent pour les agroclimatologues, notamment pour les melons, les pastèques, etc. Mais la température au sol peut être beaucoup, beaucoup plus élevée lorsqu'il fait beau, par exemple lorsqu'il n'y a pas de vent, et lorsqu'on est sur un sol sec et sombre. Lorsqu'on est sur un sol humide et végétalisé, il fait beaucoup plus frais parce qu'il y a de l'ombre. Lorsqu'on est sur un sol goudronné, il peut faire jusqu'à 80 degrés au soleil, quand il fait 50 degrés dans l'air. Et donc en fait, on peut pas prendre ces températures au niveau du sol parce que ce serait une exagération, c'est le cas de le dire. Pour dénoncer le changement climatique, on peut pas dire il fait 60 degrés en Espagne. C'est une très forte exagération qui a plus un effet de se dire mais qu'est-ce que cette personne raconte qu'un effet
Oui, effectivement, c'est vrai. Ça a un effet en fait plus contre, ça contre en fait plus le discours scientifique que ça ne l'appuie. Hmm. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de bien choisir en fait ces sources météorologiques, qu'elles soient fiables pour parler du changement climatique. Alors vous le dites, cette mesure a quand même un intérêt pour les agroclimatologues, et vous en êtes un. 60 degrés, ça marque les esprits. Jusqu'à quelle température le sol enfin la végétation au sol peut-elle supporter? Alors, en réalité, ça dépend de la végétation, parce que par exemple, vous avez les sous-bois qui sont ombragés par les arbres, et la température ne va monter jamais à 60 degrés. Elle montera peut-être à 40-45 degrés suivant l'exposition au soleil, mais elle ne montera pas au-dessus. Mais si Après, on les est en végétations, plein champ, si on est en plein champ, si en on est plein en plein soleil, cagnard, et au soleil, à quel moment ça deviendra totalement insupportable et impossible de cultiver quoi que ce soit? alors, en général, les températures limites de survie physiologique du melon, de la pastèque et de tout ce qu'on retrouve au sol, c'est plutôt autour des 40-43 degrés. À partir de 43 degrés, à partir de 40 degrés, on a un arrêt de croissance. À partir de 40 degrés, on a ce qu'on appelle des stress thermiques qui apparaissent. Et à partir de 45 degrés, on a ce qu'on appelle des mortalités cellulaires. Donc, les feuilles vont commencer à mourir. Donc ces températures supérieures à 60 degrés dans le sud de l'Espagne, du côté de l'Andalousie, peuvent faire de gros dégâts, notamment sur le maraîchage. Cependant, les températures ont été mesurées en Andalousie, et en Andalousie, au niveau de la zone où il a été mesuré, c'est plutôt des zones de steppe, où il n'y a pas forcément d'agriculture au sol. C'est plutôt des oliviers, donc des arbres en hauteur. Donc il y aura forcément des dégâts sur les olives, mais ils vont pas ressentir 60 degrés. Elles ont ressenti 40 à 45 degrés, ce qui est encore à peu près supportable pour les oliviers. Il n'y a pas d'agriculture au sol, c'est plutôt des steppes Hmm. dans cette région. Tout ce qui est agriculture au sol va plutôt se cantonner le long de la mer, là où il y a de l'irrigation, là où il y a de l'eau, et là où il fait peut-être un petit peu plus frais. Mais attention, 60 degrés au sol, ça peut provoquer des dégâts pour les espèces aussi des écosystèmes des Oui. steppes. Elles sont habituées cependant à ces 60 degrés, c'est plutôt au-dessus qu'on observera les dégâts que 60 degrés. À 60 degrés pendant quelques heures, les espèces au sol sont faites justement pour ces températures-là dans les steppes. Alors votre travail, Serge Zaka, c'est évidemment d'aider à adapter nos modèles agricoles à cette sécheresse qui dure, aux températures qui continuent hélas de monter. Quelles sont les solutions techniques qui peuvent être mobilisées par les agriculteurs dans les années à venir? Alors, il y a des solutions à la fois techniques, à la fois agronomiques, à la fois environnementales et à la fois technologiques. Il faut balayer tous ces types de solutions pour faire face au changement climatique. En agriculture, c'est très complexe. Il n'existe pas une seule solution pour répondre à toutes les problématiques. En majorité, ce qu'il faut regarder pour faire face au changement climatique, c'est ce qu'on appelle l'évolution des biogéographies. C'est-à-dire pour le grand public, l'aire de répartition des espèces. Par exemple, où est-ce qu'on peut cultiver des tomates? On les fait pas en Suède, on les fait plutôt en Andalousie. Où est-ce qu'on peut cultiver du blé? On le fait pas dans le Sahara, on le fait plutôt au niveau des zones tempérées. Et vu que les climats remontent par le sud, les zones biogéographiques remontent par le sud. C'est-à-dire que, premièrement, pour s'adapter au changement climatique, il faut faire remonter les cultures méditerranéennes sur la France, comme par exemple l'olivier, la vigne, le maraîchage, le melon, la courgette, la tomate. Tout ça, il faut les faire remonter jusqu'à Bordeaux et Lyon d'ici 2050. Ça, c'est des évolutions carrément géographiques. C'est pas forcément du technologique, on n'a pas que du technologique. Ensuite, on a de la génétique, donc de trouver de nouvelles espèces, de nouvelles variétés qui soient adaptées à ce changement climatique. Ça permet de faire gagner quelques pourcentages de résistance, mais pris tout seul, ça ne permet pas de résoudre l'ensemble du problème. Ensuite, on a des problèmes matériels, c'est-à-dire d'avoir du matériel d'irrigation connecté, c'est-à-dire d'avoir des sources de stockage de l'eau qui peuvent être utiles, bien sûr si les nappes phréatiques et les réserves en eau du territoire le permettent. C'est-à-dire également de travailler sur moins de labour dans les sols, parce que labourer le sol, c'est un petit peu le déstructurer, baisser sa fertilité et diminuer son potentiel de stockage de l'eau. Le but, c'est de moins labourer, voire plus labourer du tout si possible, bien sûr, ça dépend des types de sols, pour mieux stocker de l'eau. Donc en fait, il y a plein de petites pièces de puzzle comme ça qui permettent de gagner quelques petits pourcentages de résistance, mais il n'existera pas une seule solution pour répondre à tous les problèmes de stress thermique, de stress hydrique, de maladie et de rendement
et aussi de calibrage des fruits et légumes pour le changement climatique. Et évidemment, essayer de changer aussi nos habitudes de consommation. Patrick Marlière, je vais vous donner le mot de la fin, un mot de commentaire sur ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a parlé de l'ébullition climatique, qu'on entrait dans cette ère d'ébullition mondiale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il faut trouver les bons mots pour alerter le plus grand nombre possible. Et notamment, c'est son message, il est adressé à tous les politiques de la planète en disant il est grand temps d'agir, et c'est vraiment ça le plus important. C'est-à-dire que ça a été évoqué par M. Zaka à l'instant, tout ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour agir contre cette évolution du climat et contre ce réchauffement de la planète dû à la pollution humaine. Faut pas l'oublier, quand même, on en est en partie quand même bien responsable de cette situation. Donc pour lutter contre ça, il faut prendre des mesures plus drastiques pour essayer de lutter contre tout ce qui est en train de se passer au niveau de la planète. Et comme je l'avais dit en préambule, ça ne peut pas se faire en quelques jours. Il faut vraiment prendre des solutions progressives et agir. Alors ça se fait en France partiellement, mais c'est sur l'ensemble de la planète qu'il faut faire des actions. Et on voit, moi ce qui m'inquiétait quand j'ai entendu parler du réchauffement sur le bassin méditerranéen, c'est que il y a eu une surmultiplication d'installations de clim en Algérie. Et donc là plus de chaleur en Algérie, et on met des moyens qui vont accentuer le phénomène. On marche sur la tête. Voilà, c'est un peu ça. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous ce midi pour parler de ce temps qui nous joue un peu des tours cet été. Dans un instant, ce sera les infos de 13h sur Sud Radio. À tout de suite.